Notre prochaine visite ne se trouve qu'à 16 km de là où nous avons passé la nuit. À peine une petite demi-heure de route. Les 4 châteaux de l'Astour. Une expérience inoubliable, au cœur de la montagne noire. Perchés sur un impressionnant éperon rocheux, les 4 châteaux de l'Astour vous invitent à un véritable voyage dans le temps. Témoins de la présence royale en Languedoc, ces forteresses majestueuses dominent une vallée autrefois minière, et gardent l'entrée vers l'Albigeois. À la vue de ces magnifiques ruines, laissez-vous transporter à l'époque de la croisade contre les Cathares, et découvrez une histoire fascinante dans un cadre naturel exceptionnel. Deux possibilités s'offrent à vous. Pour ceux qui ont la forme, parcourez un sentier très escarpé, mais aménagé, et découvrez des 4 forteresses. Une immersion complète entre histoire, patrimoine et paysage à couper le souffle, vous attend. Durée moyenne, 3h30. Ces 4 châteaux font partie d'un seul ensemble même s'ils n'ont aucune structure en commun. C'est le contexte naturel du site qui a permis de faire l'économie d'une forteresse de grande taille. Les plans ont été adaptés aux rochers sur lesquels ils sont construits. La construction est parfois hétérogène du fait de l'étalement des remaniements effectués dans le temps. Le belvédère, où nous sommes. Accessible à tous, ce point de vue spectaculaire vous permet d'admirer les châteaux sans effort. Profitez de 2 panoramas exceptionnels, pour contempler l'ensemble du site. Une alternative idéale pour que chacun puisse découvrir ce lieu unique. Remarquez au loin, la chaîne des Pyrénées enneigées.
Construit à la fin du XVIIIe siècle, au bord de la Dure, et au cœur de la montagne Noire, le moulin à papier de Brousse est aujourd'hui le dernier moulin à papier actif d'Occitanie. Ici, on utilise d'anciennes machines, piles hollandaises, meuletons, et des moteurs hydrauliques. Roues à jet et turbines. On fabrique le papier à la main avec de l'eau et des fibres de cellulose. Coton, chiffon, lin, chanvre, extraites du crottin de cheval, de chiffon de jean, de rafles de raisin, de la paille de riz et bien d'autres végétaux étonnants. De quoi colorer des papiers tous plus originaux les uns que les autres. La forme du papier, elle, peut être personnalisée. Ronde, rectangulaire et même en forme de cœur. Bien entendu, et grâce à ses activités artisanales, on peut même dire artistiques, Isabelle est tout particulièrement intéressée par l'endroit que nous allons visiter. Le moulin à papier de Brousse et Villaret. Et le moulin par-dessus. Ah. Donc c'est agréable. C'est 15 minutes aller-retour. C'est loin, Léon 15 minutes C'est 15 minutes aller-retour. aller-retour. Oui, mais enfin, pour un mec de mon âge, Ça monte beaucoup. Ça monte, oui, ça Ouais. ça monte Oui, fort. puis il faut être au-dessus. Hein. Alors bah c'est le problème, oui, à la montagne noire. 15 minutes, ça monte fort. 15 minutes, ça fait que 7 minutes et demie. Oh, ça va, ça va. C'est bien balisé, il y a quelques... Bon, si ça va pas, au fort demi-tour. Exactement, ça vous fera 3. Après la création des manufactures royales de draps par Colbert, à la fin du XVIIe siècle, le versant sud de la montagne Noire devint un lieu privilégié de foulage grâce à ses nombreux cours d'eau. Principalement la Dure. Les moulins à papier ont donc prospéré, et sont devenus des plus réputés de la région du Languedoc. Au cours du XIXe siècle, la production papetière était en plein essor. La commune de Brousse possédait une dizaine de moulins à papier en 1845. Brousse était reconnu comme le centre papetier de l'ancienne province du Languedoc. Au début du XXe siècle, l'industrialisation s'organisa pour regrouper dans des usines modernes la production de papier. L'artisanat devint de moins en moins rentable, et les moulins fermèrent les uns après les autres.
quoi à guerre hein, dans la journée? Ou du jambon ou Je du tiens à saucisson, préciser une information d'importance. Le chauffeur, lorsqu'il la balade, bombonnette, boit de la bière sans alcool. Hier, j'avais pas fini. C'est un truc à inventer, c'est de prolonger la languette pour que tu puisses le replier dessous. Rien n'est parfait. Là, ça tient bien au frais. Impeccable. Hein. Pour la nuit, il ne fait pas trop chaud. Donc... À peine 11 km, sépare le moulin à papier de Brousse, du village de Cessac. Cessac est une commune située dans le nord-ouest du département de l'Aude, en région Occitanie. Érigées en contrebas du village, les fortifications du château de Cessac se trouvent à l'aplomb du ravin de la rivière Vernassonne. Il est l'un des sites du pays cathare les plus anciens. Savez-vous qu'en 1979 un coffre rempli de plus de 2000 deniers royaux du XIIIe siècle a été retrouvé lors de travaux communaux? Les premiers écrits faisant référence à ce château datent de la fin du Xe siècle. C'est au cours du XIe siècle que la lignée des Cessac naît. Plus tard, Bertrand de Cessac en deviendra le personnage le plus illustre. Il sera le protecteur des troubadours et des cathares. En 1209 débute la croisade contre les Albigeois, qui se terminera en 1229. Les seigneurs de Cessac, afin d'éviter un bain de sang, consentent à la reddition. Bouchard de Marly, compagnon d'armes de Simon de Montfort, obtient le commandement du château. Au XVIe siècle, le château de Cessac est aux mains de la famille Bernuy, riche marchand ayant fait fortune dans le commerce du pastel. Celle-ci remanie le château pour en faire une résidence dans le style Renaissance. Plus tard, la famille des Clermont-Lodève en devient propriétaire et l'adapte à l'utilisation de l'artillerie.
Dans le corps de logis central, 2 salles restaurées accueillent la muséographie sur le trésor monétaire de Cessac. Dans la première partie du musée, des vitrines mettent en scène diverses formes de trésors. Découverts en 1979, les 2000 deniers datés des années 1270 constituent le plus important trésor royal enfoui et retrouvé en Languedoc. La quasi-totalité des monnaies sont frappées avec le sceau de Saint-Louis. Cette découverte atteste de la mainmise de l'administration centrale des rois de France sur cette région du Languedoc. Au fond de la salle haute, est projetée sur grand écran la fiction historique, le trésor de Cessac. Des panneaux pédagogiques présentent tout ce qui touche à la monnaie, l'extraction du minerai, la frappe, l'artisanat et les outils. Sont également exposés et expliqués l'importance de la monnaie dans les échanges commerciaux et les conflits, mais aussi le contexte historique de l'apparition en Languedoc de la monnaie royale dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Dans la salle inférieure, le trésor est mis en valeur au cœur d'une muséographie moderne et vivante. En complément, des modules plus ludiques permettent d'apprécier la valeur du trésor de Cessac, en comparant son équivalence avec le coût de la vie de l'époque. À la fin du XVIIIe siècle, lors de la Révolution française, le château est vendu comme bien national. Il passera entre les mains de plusieurs familles, dont des chasseurs de trésors. Comme pour beaucoup de châteaux, la légende veut qu'il y ait un trésor caché dans celui de Cessac. Le château est alors dynamité et fouillé à plusieurs reprises, ce qui explique en partie son état actuel. Plus modeste qu'espéré, il y avait donc bien un trésor. Chaque année, durant le premier week-end du mois d'août, le château se transforme en véritable campement médiéval. Ce sont les médiévals de Cessac. Les chevaliers, dames et pages, arpentent les allées du château et vous immergent dans l'époque médiévale. Au programme: scènes de vie, joutes, animation et n'oublions pas, restauration. Au cœur des champs dorés du Lauragais, cette escapade invite à ralentir, savourer et flâner le temps d'une journée. À Saint-Papoul, le clocher se détache fièrement au-dessus des toits et annonce d'emblée le caractère du village. Ici, le temps aussi ralentit. Sur le plan historique et culturel, la commune fait partie du Lauragais, l'ancien pays de Cocagne. Patrimoine, nature et saveurs locales s'y mêlent dans une ambiance douce et lumineuse. Une parenthèse simple et agréable, à moins d'une heure de Toulouse ou de Carcassonne. L'ancien réfectoire des moines accueille désormais une exposition permanente sur les œuvres du maître de Cabestany. Par cet ensemble de moulages, on peut observer le style si caractéristique de cet atelier, ainsi que le nombre important d'œuvres réalisées. Ici, on se laisse captiver par les sculptures mystérieuses du maître de Cabestany, par l'impressionnant mobilier baroque du chœur, et bien sûr par le cloître aux chapiteaux finement sculptés, qui invite à lever les yeux et à s'attarder sur chaque détail. Mais qui est Saint Papoul? Il est le saint patron du monastère.
Selon la tradition catholique, il est le disciple de saint Saturnin, et évangélisateur et premier évêque de Toulouse au IIIe siècle. Papoul aurait subi le martyre sur le territoire de l'actuelle commune de Saint-Papoul. En tant que modèle de vertu, des miracles se seraient accomplis sur sa tombe entraînant des pèlerinages. Son chœur roman, redécoré au XIIIe siècle dans le style baroque, a été restauré en 2003 et possède un grand baldaquin décoré à la feuille d'or. L'église, de style gothique méridional, a été plusieurs fois remaniée. Au XIIe siècle, après s'être enrichi, l'abbaye fait décorer le chevet de l'église abbatiale par le maître de Cabestany, célèbre atelier de sculpture romane languedocien. Au XIe siècle, l'abbaye obéit à la règle de saint Benoît et connaît une période prospère grâce aux moines Béranger. Retrouvée, dissimulée dans le mur, la trace de la chaire de lecture des bénédictins. Une cuve baptismale est logée dans une chapelle, tout en marbre de Cône-Minervois. Les colonnes en briques ou en pierre lui confèrent beaucoup de charme. Le cloître présente, au fil de ses galeries, des chapiteaux aux motifs variés, du végétal ou bestiaire fantastique, en passant par des scènes historiées. En 1317, le pape Jean XXII crée l'évêché de Saint-Papoul, issu du morcellement de celui de Toulouse. De 1317 à 1790, 34 évêques vont se succéder sur le siège épiscopal, et 7 d'entre eux deviendront cardinaux.
50 km nous séparent de Mirepoix, où nous avons décidé de passer la nuit. À peine une petite heure de route. Notre choix, qui s'avérera judicieux, se porte sur l'hôtel-restaurant Les Minotiers. Chambre grande et très confortable, et une table que je recommande particulièrement. Bref, c'était parfait.